Votre présence à tous. Donc, mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir donc, Monsieur Stéphane Joandel, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de lait, Ronan Collet, producteur de tomates et membre de Légumes de France, enchanté monsieur, Michael Mazeno, ça, c'est comme ça, arboriculteur et membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Bonjour monsieur. Et enfin Bruno Darnaud, président de la gouvernance économique fruits et légumes, le GFL. Messieurs, nous vous remercions encore une fois de votre présence et de vous être mobilisés dans des délais que l'on sait assez courts. Je vous rappelle que la règle de ces commissions d'enquête d'une manière générale est de prêter serment avant d'être entendu. Je suis donc tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Avec les micros, s'il vous plaît. Donc vous appuyez sur le petit porte-voix. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup, messieurs. Donc, dans le même esprit, je vous demande de nous faire éventuellement part de vos liens d'intérêt avec le sujet de cette commission. Pas de déclaration particulière. Très bien. Donc, je vous rappelle que le Sénat a constitué cette commission le 25 novembre dernier. Il s'agit donc d'une commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Cette commission poursuit plusieurs objectifs. Éclairer les citoyens et la représentation nationale sur la construction des prix dans notre pays, qui demeure opaque malgré les récentes avancées législatives. Analyser l'influence des acteurs de la chaîne sur le niveau des prix pour le consommateur et leur caractère inflationniste ou non. Examiner le partage de la valeur tout au long du processus de production et de commercialisation des produits, afin de s'assurer de son caractère équitable et durable pour les acteurs de l'économie. Nous assurer enfin que les fournisseurs en amont, notamment les agriculteurs pour les produits alimentaires, mais aussi d'autres fournisseurs pour d'autres catégories de produits, bénéficient d'une rémunération la plus juste possible. L'objet de l'audition de cette phase introductive qui précède donc la suspension de nos travaux parlementaires dans quelques jours est de mesurer l'impact concret de cette construction des prix de vente, hier sur nos concitoyens en tant que consommateurs et aujourd'hui sur les producteurs alimentaires en mettant l'accent sur certaines filières, dont la vôtre, qui fait face à une forte concurrence étrangère, à des aléas climatiques et à des coûts de main-d'œuvre importants. Nous entendrons ensuite les représentants, dans un second temps ce matin, les représentants de la filière lait, qui fait également face à des enjeux différents, notamment avec des coûts fixes élevés et une plus forte dépendance contractuelle aux transformateurs. Nous souhaitons vous interroger tout d'abord sur l'évolution de vos coûts de production ces dernières années, sur la façon dont les transformateurs et les distributeurs en tiennent compte dans leur formation des prix. Il s'agira également de revenir sur l'évolution de la rémunération perçue par les producteurs de vos filières, en particulier dans un contexte d'évolution législative récente dont nous suivons la mise en œuvre avec attention, notamment avec mon collègue Daniel Gremillet. Enfin, vous pourrez nous livrer votre regard sur les pratiques existantes en matière de négociation commerciale, en étant plein dans le sujet, et sur les éventuels abus que vous identifiez, ou mauvaises pratiques que vous identifiez. En question préalable, je dirais, les lois Egalim ont-elles permis de mieux prendre en compte vos coûts de production dans la construction des prix de vente, notamment dans la grande distribution? Comment évaluez-vous la transparence au niveau des prix s'agissant des produits de votre filière dans la grande distribution? Que représentent pour vos filières, les circuits de distribution alternatifs à la grande distribution, y compris et comment les prix de vente y sont déterminés? Voici quelques thèmes, donc je pense que notre rapporteur viendra compléter. Donc cette audition va se dérouler, si vous le voulez bien, en 2 temps. D'abord, vous présenterez les enjeux auxquels vos filières sont confrontées, donc fruits, légumes et lait. En particulier, donc je l'ai dit, en matière de négociation commerciale avec les transformateurs et les distributeurs. Donc en 20 minutes,
Donc, je vous laisse vous répartir voilà, le temps entre vous. Et puis ensuite, un temps de questions-réponses, d'abord avec Madame la rapporteure et ensuite avec l'ensemble des membres de la commission. Voilà le déroulé de cette séance. Donc, je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Très bien. Alors, je vous remercie. Alors, nous allons commencer peut-être par vous entendre sur la question des négociations commerciales, puisque c'est un sujet qui est important pour l'un et pour l'autre. J'allais dire plutôt des négociations de prix, puisque ma première question pour vos deux fédérations porte sur vos négociations, alors avec les enseignes de la grande distribution, ainsi qu'avec les transformateurs de vos produits. J'aurais aimé que vous nous détailliez comment cela se passe et bien sûr, dans votre analyse, que vous nous disiez quels sont les points qui peuvent être problématiques pour vous. Je vous pose une deuxième question qui fait un peu écho à ce qu'a dit la présidente. La deuxième question, c'est quels sont les bénéfices de la loi Egalim pour chacune de vos filières, que ce soit pour le lait ou pour les fruits et légumes, pour les produits laitiers, pardon, ou pour les fruits et légumes, de manière à ce que nous puissions comprendre si vos coûts de production sont bien mieux pris en compte ou non, si la contractualisation des prix en amont se fait ou non, et si elle se fait bien, et quel est votre point de vue sur les modes de révision automatique des prix, le cas échéant. Donc voilà, pour commencer, les deux premières questions que je voudrais poser aux uns et aux autres. Donc, à vous la parole, messieurs. Peut-être on commence avec M. Darnaud. Je commence. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, d'abord merci de l'invitation. Alors je précise, moi je suis producteur de fruits d'été dans le département de la Drôme et je suis président de l'AOP également Pêche et Abricots de France et président de la GFEL, la gouvernance économique des fruits et légumes, qui regroupe l'ensemble des AOP produits au niveau français. Alors, juste en propos liminaire, je voudrais simplement vous dire déjà que moi je vais beaucoup parler plutôt des légumes frais, parce que la transformation en fruits et légumes, certains interviendront, mais ce n'est pas l'objet majeur que moi on verra derrière. Le deuxième point, je voudrais insister sur la diversité des fruits et légumes. C'est-à-dire quand on parle de fruits et légumes, on parle de 100 espèces, et toutes les espèces ont des caractéristiques différentes. C'est-à-dire certains sont très saisonnières, certains sont sujets à des importations massives, d'autres moins. Donc quand on parle de fruits et légumes, je voudrais bien qu'on intègre bien la grande diversité. Tous les fruits et légumes ne répondent pas au même principe. Le troisième point, je voudrais insister, on est sur un marché des fruits et légumes qui est quand même fluctuant, qui est journalier et qui est souvent déséquilibré. Et donc je voudrais insister sur ce sujet puisque la distribution continue de se concentrer de plus en plus, puisqu'avant on parlait de 6-7 distributeurs, aujourd'hui il va en rester pratiquement 4. Et face à cela, les producteurs tentent de s'organiser, notamment avec ce que je représente, c'est-à-dire les organisations de producteurs, et qui sont réunis, une caractéristique française, en AOP nationale. Et là-dessus, moi je voudrais juste, en préliminaire, vous dire qu'on est un peu embêté là-dessus parce qu'on a notamment le droit de la concurrence qui vient au milieu, et on a face à nous des monstres. Et or, le droit de la concurrence vient nous dire que souvent, on est un peu en position dominante au niveau des AOP, qu'on ne devrait pas discuter de prix, qu'on ne devrait pas discuter des volumes, qu'on ne devrait pas... Voilà, donc je pense que là-dessus, c'est vraiment l'enjeu majeur. Enfin, nous, pour la GFL, c'est vraiment l'enjeu majeur. C'est qu'on donne au moins aux AOP le pouvoir, alors, non pas de fixer les prix, mais au moins de discuter des stocks et de discuter avec la grande distribution sur ces sujets-là. Puisque, je vous le rappelle, la grande distribution pèse selon les produits. Alors là, c'est un peu divers, mais on reste toujours au-delà des 70, 75, voire 80% pour certains produits. Donc les enjeux sont majeurs à ce niveau-là. Voilà, moi simplement en propos liminaire, je voulais insister sur ces points-là et vous dire que face à cette distribution, les producteurs français s'organisent, mais qu'on ne leur donne pas tous les moyens et qu'on a toujours cette épée de Damoclès du droit de la concurrence qui vient nous dire attention, vous risquez d'avoir une position dominante. Alors je vais donner l'exemple de la pêche nectarine. Quand on nous parle de la position dominante, je voulais rappeler que la pêche nectarine, ça pèse 10% du marché européen aujourd'hui. Ça veut dire que la position dominante, on est loin de ça, on est très loin de ça, et pour beaucoup de produits, on est très loin de ce sujet-là. Voilà ce que je voulais dire simplement en propos liminaire, et je vais laisser mes collègues compléter, puis on répondra ensuite à vos questions.
Écoute, sur l'introduction, j'ai rien à ajouter. Il faut que je m'approche du micro. Oui. Ok. Non, sur l'introduction, je disais, j'ai rien à ajouter. Après, sur les questions que vous avez posées, alors la loi Egalim, non, en légumes, on est très peu concerné par la loi Egalim. Il y a très peu de contractualisation de fait avec les acheteurs. Donc c'est plus souvent, c'est un marché de gré à gré, donc c'est un marché qui se fait au jour le jour. Très peu de volume contractualisé, donc pas de négociation commerciale annuelle. C'est une négociation quotidienne, on va dire. Voilà, et donc ce dont on s'aperçoit, c'est que, effectivement, comme l'a dit Bruno tout de suite, les acheteurs, et notamment la grande distribution, qui représente quand même une grande partie de nos acheteurs, sont très concentrés face à des producteurs, des OP qui le sont moins. Donc ça crée un rapport de force. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a un rapport de force quotidien. Et donc je tiens à préciser qu'effectivement, le fait de pouvoir se rassembler en OP et en AOP nous permet quand même de rééquilibrer un peu ce rapport de force. Et donc on a besoin vraiment que les modes de fonctionnement des OP et AOP soient facilités et surtout, comme le disait Bruno, de pouvoir échanger entre nous en termes de volume, en termes de préparation de saison, voilà, discuter entre nous pour pouvoir organiser et animer un marché légume par légume. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi apprécié de nos acheteurs de la grande distribution. C'est quelque chose qui sollicite. Et nous, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus forts et plus efficaces. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, la loi de la concurrence, comme disait Bruno, nous freine parfois ou nous fait peur parce qu'effectivement, on a des limites qu'on ne doit pas franchir. Et donc, chaque jour, on doit faire attention à ce qu'on échange entre nous. Puisqu'on a certaines limites qui tombent sous le coup de la loi. Et donc vraiment, il y a des choses, je pense, à revoir et à améliorer sur le mode de fonctionnement des AOP notamment, et des limites jusqu'où on peut aller pour servir la profession, parce que l'idée, c'est toujours de servir la profession et de servir au final le consommateur. Voilà, et sinon je voulais ajouter pour les fruits et légumes, je ne sais pas si je vais dans le sujet de la première question, mais voilà, on s'aperçoit que le rayon fruits et légumes, c'est un rayon très important pour la grande distribution. C'est un rayon sur lequel on s'aperçoit que les taux de marge sont bien supérieurs à d'autres rayons, à d'autres produits. C'est un rayon qui attire le client dans le magasin, et donc qui doit être toujours, on va dire, bien tenu et proposer une large offre pour attirer les clients. Et on s'aperçoit que dans d'autres rayons, il y a des produits tels des produits ultra transformés. On va citer Coca-Cola, Nutella, ce genre de choses. On s'aperçoit que les marges sont extrêmement réduites, voire quasiment nulles. Et en fruits et légumes, c'est un rayon qui a des marges énormes. Et donc, on a l'impression de travailler pour les autres marques, en tout cas pour d'autres produits. Voilà, c'est-à-dire la valeur de nos produits servent à rentabiliser un magasin et donc à aller permettre de faire des marges très, très faibles sur d'autres produits qui ne sont pas de première nécessité et qui ne sont pas forcément bons pour la santé, contrairement aux légumes, en tout cas. Voilà, je ne sais pas si... Michael, tu veux ajouter quelque chose ? Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, moi je voudrais rajouter comme point important, la filière fruits et légumes, c'est un marché qui est très journalier, qui évolue sans cesse tout au long de l'année, alors plus ou moins évidemment suivant les produits, mais on a des fluctuations qui sont dues au climat. Alors au climat, à la production, qui implique des à-coups de production, mais au climat aussi au commerce, parce que le client n'achètera pas un poireau quand il fait chaud, ou moins,
et vice-versa, un melon quand il fait froid. Donc ça a un impact très fort sur le marché et ce n'est pas prévisible longtemps à l'avance. Donc ça a un impact automatiquement sur les cours du produit et implique des hausses ou des baisses et une non-prévision. Ensuite, je me permettrai de rappeler des points importants, notamment sur les coûts de production en fruits et légumes et une hausse continue ces dernières années qui est liée à plusieurs points. Tout d'abord, la principale composante de la production de fruits et légumes, c'est la main-d'œuvre, qui peut représenter parfois plus de 50% du coût de la production, mais aussi l'énergie. Et l'énergie, elle aussi, a beaucoup augmenté. Alors, l'énergie de base a augmenté, mais il ne faut pas oublier toutes les taxes toutes les taxes qui ont pu être ajoutées dessus et les coûts du transport de l'énergie qui font que la facture évolue très fortement pour les producteurs. Bien sûr, les autres intrants. Et enfin, rappeler que ces coûts de production augmentent aussi du fait du changement climatique et de l'évolution des pratiques. Alors, le changement climatique implique des difficultés supplémentaires, parfois des baisses de production, et de la même façon, les évolutions des pratiques rendent le métier, dans certains cas, plus difficile et les opérations plus coûteuses. Et parfois, induisent une baisse de production. Donc tout ça concourt au prix et au coût de revient. Donc c'est important parce que le coût de revient, il n'est pas lié à une filière, mais il est parfois lié à une exploitation et peut être variable suivant la sensibilité à tel moment à un aléa climatique ou pas. Voilà. Merci. Madame la présidente de la commission, madame la rapporteuse, messieurs et mesdames les sénateurs, moi je vous remercie d'avoir auditionné la FNPL sur un dossier comme ça. Tout d'abord, une pensée quand même pour nos éleveurs de ce qu'ils vivent par rapport au dossier sanitaire DNC qui fait énormément de mal dans nos campagnes et le réchauffement climatique. Donc, toute l'importance quand même que nos exploitations aient une sécurité financière importante. Nous étions attachés à cette commission, il y a longtemps que nous la demandions. Alors, la production laitière a très peu de relations avec la distribution, a beaucoup de rapports avec le transformateur. Et pour vous dire, il y a 4 gros transformateurs, donc 2 privés, Lactalis et Saventia qui sont des privés, et Sodial et Agria qui sont des coopératives, représentent aux alentours de 60% du lait collecté sur une France qui a à 23 milliards. Le chiffre d'affaires de la filière laitière est de un peu plus de 47 milliards. Il y a un peu plus d'un an, on a vécu un groupe de producteurs, qui a lâché deux zones de producteurs, 160 producteurs qui ont été lâchés par leur explication, vous les avez auditionnés, leur explication de dire on manque de marge à l'export. Et on voudrait réellement savoir, parce qu'on vit dans la filière laitière, et vous avez évoqué les lois Egalim, on a fait 4 lois Sapin et 3 Egalim, Egalim 1, Egalim 2 et loi d'Escrozaille. Je le rappelle, en tant que syndicaliste, on est le seul pays aujourd'hui à faire des lois. Moi, je vous en remercie parce qu'elles ont été utiles, mais on est quand même le seul pays aujourd'hui. Il n'y a pas l'esprit, je le dis comme ça, l'esprit filière dans le lait de ce dossier-là. Et malgré ces lois, malgré l'exigence que vous avez mis en temps, on n'arrive pas à avoir. Je vais venir sur 2 dossiers. Dans la loi Egalim, il y a l'Observatoire des prix et des marges. La filière laitière est une des seules filières, la transformation, à ne pas fournir ces chiffres. On a essayé par beaucoup de moyens de pression avec l'OFPM, et non, on est à 18%, et l'OFPM le dit clairement, on ne peut pas aujourd'hui vivre ça. Certains groupes se sont développés à l'extérieur, je ne fais pas. On fait de la fortune en France, mais ils ne veulent pas respecter les producteurs. Et sur Egalim, ce qu'on vit, ce qu'on souhaite, nous, la FNPL, c'est la première chose. Il y a 3 options dans Egalim. La 3e option est d'une opacité pas possible. Les producteurs, pour être clair, les producteurs négocient leur MPA, la matière première agricole, en valeur. Et dans la 3e option, dans l'option 3, on la met en pourcentage et on la mélange avec la MPI, la matière première industrielle. De ce que nous disent la distribution, ils prennent la MPA à 100%. Puisqu'elle est sanctuarisée, mais ne prennent pas toujours la MPI. Ça veut dire que les transformateurs en reviennent, prennent ce qu'ils ont besoin sur la MPI
et nous donne ce qui reste avec la MPA. Cette option 3, aujourd'hui, devrait disparaître. Devrait disparaître puisque c'est un tiers de confiance et souvent c'est le commissaire aux comptes aujourd'hui et il y a une opacité très importante dans ce dossier-là. Le deuxième point que je tiens à souligner et qui, moi, m'inquiète beaucoup, mes collègues, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. C'est un débat, ça parle, on a besoin de cette dépendance alimentaire. Il n'y a plus qu'en lait où on a la souveraineté alimentaire. Et si on décortique dans le lait, on ne l'a plus en matière grasse. On est dépendant. Voilà sur ces points-là. Sur les options, aujourd'hui, la demande qui est faite, c'est que quand on négocie, quand une OP ou une coopérative négocie, la MPA doit être sanctuarisée et connue avant que les CGV partent aux distributeurs. La MPA, et elle n'est pas touchable. Il faut que les distributeurs aient connaissance du prix payé. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le prix payé, oui. Le prix payé, qu'on ait vraiment cette connaissance-là. Le deuxième point, et vous n'êtes pas sans savoir, l'interprofession laitière, le CNIEL a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps. Moi, je le perçois comme ça en étant aujourd'hui au bureau du CNIEL. Nous n'avons plus la même vision de la filière laitière française. Et ça m'inquiète énormément. Et l'interprofession, dans la loi Egalim, doit fournir des indicateurs coûts de production. L'indicateur coût de production sur le marché intérieur, aujourd'hui, pour les producteurs, un indicateur coût de production export, savoir la vraie valeur qu'il y a sur l'export, et un indicateur coût de production beurre poudre, aujourd'hui, qui doit arriver. Le beurre poudre, ça fait plus de 3 ans, et je suis désolé, mais de vous le dire comme ça, il y a une opacité, et les transformateurs ne veulent pas souligner leurs chiffres. Ce qui met, je soulignais à Egalim, ce qui met le plus en colère nos éleveurs, c'est nos pays nordiques, aujourd'hui, qui sont quand même payés beaucoup plus cher que nous, entre 30 et 50 euros de différence. Voilà. L'analyse que j'en fais personnellement, et je sais que je suis dur, mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, nos pays nordiques sont détenus par des coopératives aujourd'hui. La coopérative va du producteur jusqu'à la commercialisation et se challenge pour mettre le meilleur revenu. En France, on a affaire à des privés. Et désolé de le dire comme ça, je suis beaucoup désolé parce que c'est très dur, mais nos coopératives aujourd'hui n'ont pas d'indépendance en France. Nos 2 grosses coopératives, nos industriels privés, y ont un pied dedans. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Pour vous donner un exemple, Agrial, la coopérative laitière, 40% de son volume laitier est transformé par Sabentia. Donc ne peut pas faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est une faiblesse aujourd'hui pour la filière française. Je vous ai évoqué Lactalis qui avait lâché des producteurs. Dans la contractualisation, comme on l'avait perçu, il faut qu'on fasse évoluer cette contractualisation pour que les volumes des OP, des organisations de producteurs, soient collectifs. Il faut que ça soit un volume que l'OP amène aux transformateurs. Ce qu'a fait Lactalis, de laisser des producteurs sur le bord de la route, on a réussi à les recaser. Si c'était aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué. L'inverse ne peut pas exister. Ça veut dire qu'on n'a pas l'arme pour dire, non, écoutez, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un prix d'huile de lait, nous, on vous retire 100 millions, on vous retire ce volume parce qu'on a d'autres acheteurs. Ça n'est pas possible. Il faut qu'on fasse évoluer la loi, que les OP aient des contrats collectifs aujourd'hui envers leurs transformateurs. Les producteurs ne doivent pas être identifiés à l'entreprise, mais identifiés à l'OP. C'est d'une importance capitale. Et que je leur ai dit que la MPA soit négociée avant les CGV. Merci. Alors, merci à vous 4 pour ces interventions qui montrent bien à la fois que dans l'une et l'autre des filières, les problématiques sont distinctes. Lorsque l'on parle, alors peut-être pour commencer par les fruits et légumes, lorsque l'on parle des prix, des marges de la grande distribution, effectivement, on cite souvent les fruits et légumes comme étant, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier où nous avons interrogé les associations de consommateurs, elles ont toutes cité les fruits et légumes comme étant le rayon dans lequel les marges étaient les plus importantes. Et effectivement, ce que vous disiez, Monsieur Mazneau, on est bien dans cette situation, semble-t-il, où les fruits et légumes servent en fait d'arbitrage pour pouvoir avoir des marges quasi nulles sur des produits leaders et donc des marges bien plus élevées sur les fruits et légumes. Donc moi,
je comprends hein, dans les uns et les autres dans ce que vous dites que nous avons, j'allais dire, un problème de rapport de force avec la grande distribution, ou en réalité, que ce soit dans la fixation des prix finaux pour le consommateur, ou que ce soit, j'allais dire, avec des marques leaders, un rapport de force qui leur est défavorable, on voit bien que c'est bien le rapport de force qui va aller faire le prix. Donc je voulais savoir, pour les uns et les autres, comment améliorer ce rapport de force lorsque vous êtes face à la grande distribution. Et est-ce que vous avez des pistes pour rendre finalement, alors ces négociations, qu'elles soient, j'allais dire au jour le jour, ou qu'elles soient à un moment donné dans l'année, comme c'est le cas, avez-vous, vous, des indications à nous donner qui pourraient permettre de rééquilibrer ce rapport de force? Ça, c'est mon premier point. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il est déjà arrivé dans vos filières que vous refusiez de vendre parce que vous avez des prix trop bas en face qui vous sont proposés? Alors, on va vous laisser répondre. Non, je vous en prie, allez-y, on va vous laisser répondre. Alors, je vais faire 2-3 petites remarques et répondre à vos questions. Vous parlez des marges. Je voudrais intervenir notamment sur les produits d'import. Parce qu'en fruits et légumes, vous savez qu'il y a beaucoup d'importations. On parle de 50% dans la filière, mais on va relativiser un peu parce qu'il y a les produits exotiques, mais quelque part, il y a des produits d'import de façon forte. Première remarque, les marges sur les produits d'import ne sont pas les mêmes que sur les produits français. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire, les distributeurs ne prennent pas de marge, ou très peu, sur les produits étrangers et en font des produits d'appel. Donc, on a deux situations en fruits et légumes. Soit il y a des volumes très importants, je prends l'exemple de la tomate, où ça vient déstabiliser complètement avec des volumes très importants, mais vous avez dans de nombreuses filières peu de volumes, mais qui vont faire des prix références. Et ces prix références vont nous tirer vers le bas sur les promotions françaises. Donc ça, c'est un des sujets majeurs. Le deuxième, qui concerne toujours ce problème de promotion et de fonds de rayon, les consommateurs ont l'impression qu'il y a des marges énormes, sauf qu'il y a une très grosse différence entre les promotions et le fonds de rayon. Et là aussi, il n'y a pas de politique d'enseigne, c'est-à-dire, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'une enseigne peut décider d'une promotion nationale, pas de problème, donc ça là, vous retrouverez le même prix sur l'ensemble du même distributeur, sauf que de plus en plus de magasins, on appelle ça des indépendants, mais même ceux qui sont concentrés, les directeurs de magasins ont une liberté totale. Et on retrouve souvent des fonds de rayon où il y a une volonté du magasin de ne pas mettre en valeur le produit, et vous allez le retrouver à des tarifs où là, le consommateur dit qu'est-ce que c'est que ce tarif-là. Et en plus, on perd le consommateur parce qu'il ne comprend plus le prix du produit, puisque d'un côté, il va trouver une promotion une certaine semaine, et la semaine suivante, il va trouver un fonds de rayon qui est 3-4 fois la promotion. Donc là-dessus, alors on discute avec les distributeurs, bien évidemment, sur ces sujets-là, mais je voudrais insister sur ce problème d'importation, parce que d'un côté, c'est le volume qui va déstabiliser, mais de l'autre, c'est le prix référence. Moi, je vois quand on veut basculer, si je prends l'exemple d'un produit que je connais bien, pêche et abricot, lorsqu'on bascule de la production française et qu'on essaie de sortir la production espagnole, alors on nous dit, ah ça y est, on a basculé, sauf que, oui, on a basculé, mais il reste 10, 15, 30% de produits espagnols à un prix défiant toute concurrence, et on vous explique que si vous voulez vendre, vous êtes obligé. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on refuse de vendre? La réponse est non. Parce que dans nos produits, si vous voulez, les frais ont été largement engagés avant. Certes, il reste peut-être parfois la cueillette, mais quand c'est stocké, tous les frais sont faits. Et ça veut dire que la perte est encore plus énorme si on ne vend pas. Donc on n'a pas cette résistance-là, si ce n'est les discussions, encore une fois, je le redis, au niveau des OP, des AOP. Voilà, on discute de ces sujets-là, ça c'est de façon importante. Et sur les promotions également, je voudrais insister sur le fait que les distributeurs ne sont pas très souples, c'est-à-dire c'est des discussions qu'on a parfois 3-4 mois avant pour décider des promotions, et notamment des dates de promotion. Et en fait, on a du mal parfois, lorsqu'on a des à-coups de production, ils ont du mal à réagir, ils ont du mal à... La souplesse, c'est pas leur tasse de thé, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Donc voilà, donc on essaie. Mais cette discussion, elle est quand même importante, et ça leur sert aussi... Les distributeurs nous disent que oui, avec les AOP, ça permet quand même d'avoir une vue d'ensemble de la production, et on essaie de rééquilibrer les choses. On essaie de rééquilibrer, mais encore une fois, on est tout petit. Donc le distributeur, quand il a envie d'imposer, il impose. Mais
ils n'ont pas des politiques, j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, entre la politique nationale et la politique du magasin, on voit des choses assez bizarres, et c'est pour ça que parfois le consommateur est complètement perdu selon les magasins, selon les régions. Nous, on fait des contrôles magasins toute l'année, on assiste à des choses assez bizarres sur les affichages dans certains magasins et dans certaines régions. Voilà, mes collègues compléteront. Oui, donc pour compléter les propos, effectivement, cette histoire de promotion, en fait, on s'aperçoit que les distributeurs souhaitent avoir des promotions en permanence à l'année sur tous les produits dans leur rayon, ce qui déstabilise complètement la perception prix du produit du consommateur. Il est complètement perdu. Il voit un même produit une semaine en promotion et la semaine d'après à 3-4 fois plus cher. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'en fait, qu'il y a des prix fonds de rayon qui sont extrêmement margés, toujours encore, et donc avec des prix de vente très élevés. Et en même temps, on a des promotions avec le même produit, parfois à des prix extrêmement bas, avec une marge écrasée. On s'aperçoit aussi que pour les légumes, les fruits et légumes, on a de l'importation qui est à des prix très bas toute l'année, et en même temps des produits français équivalents qui sont avec des marges importantes et donc des prix importants en rayon. Ça déstabilise complètement le consommateur, ça le dirige vers ces produits d'importation, et il délaisse du coup les produits nationaux, nos produits. Il y a un exemple flagrant sur la tomate avec des tomates d'origine marocaine qui sont toute l'année en magasin à 99 centimes la petite barquette. Les mêmes barquettes, bien évidemment les producteurs français ne peuvent pas rivaliser avec de tels prix, sinon ils perdent de l'argent. Donc les barquettes des producteurs français, pour le même grammage, sont vendues beaucoup plus cher parce qu'en plus de l'acheter plus cher aux producteurs français, ils font une marge plus importante dessus. Voilà. Et ensuite d'avoir des promos toute l'année en rayon, effectivement, le prix perçu par le consommateur est complètement faussé. Et en fait, le consommateur, on peut s'imaginer qu'il a l'impression de se faire avoir quand il achète un produit hors promo. Il se dit, ah oui, mais non, s'il est à ce prix-là aujourd'hui, c'est que c'est le prix juste auquel je devrais l'acheter tous les jours. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Je voulais aussi donc répondre à la question, oui, comment faire pour réduire le rapport de force distributeur-producteur. Nous, on en appelle au bon sens je cherche mes mots. Il existe déjà la modération des marges, et on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément appliquée. Et voilà. Et en fait, on aimerait avoir une meilleure implication des acheteurs, une meilleure défense de la production nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils aillent faire plus de marge sur la production française que sur les productions étrangères, qui, on le sait bien, sont produites à bas coût, pas dans les mêmes conditions ni sociales ni environnementales que la production française. Donc effectivement, pour pouvoir rémunérer justement un producteur français, il faut le rémunérer plus qu'un produit d'importation. Et donc voilà, en fait, non seulement il faut agir par la loi, mais il faut aussi en appeler au bon sens et aux intérêts de tous envers la grande distribution. Voilà pour moi. Je me permets d'en rajouter un peu sur cette part produits en promotion, produits premier prix et produits fond de rayon, le grand différentiel qu'on peut avoir entre les deux parties. Et la problématique, c'est que sur le premier prix ou la promotion, les agriculteurs ne couvrent pas forcément leur prix de revient, mais dégagent le marché. Et comme c'est la partie fond de rayon qui leur permet de payer leurs frais de l'année, c'est cette partie qui diminue de plus en plus, puisque quand le rapport est grand, le consommateur il choisit et il aurait tort de choisir toujours le produit le plus cher. Donc c'est tout à fait expliqué, c'est tout à fait compréhensible. Donc c'est vraiment cet écart qui pénalise la production française.
Ça a été dit par Bruno Darnaud, hein, l'écart entre le produit importé et le produit français aussi. Donc, c'est pas non plus dire on veut plus de promotion, parce que la promotion, c'est vraiment un outil aussi pour dégager le marché. Mais il faut que cette promotion soit au bon moment, au moment où le pic de production est là, au moment où il faut dégager le marché, et il ne faudrait pas qu'elle serve de référence pour le reste de l'année, parce que ça a un impact évident sur le coût de production. Évidemment, on n'arrête pas on peut pas forcément refuser de vendre, mais ça peut arriver dans certaines productions quand la production n'est pas cueillie. Alors c'est le cas des productions très courtes, hein, entre le délai de cueillette et le délai de vente, comme la cerise par exemple. Ben, parfois, si le coût de ramassage n'est pas payé, eh ben, on laisse sur les arbres, hein, tout simplement. Donc ça arrive, mais ponctuellement. Évidemment, toutes les autres espèces, quand la récolte est déjà faite, ben, les coûts sont engagés, hein, il ne reste plus qu'à finir le travail. Pour le lait, alors pour le lait, comme je vous l'ai souligné, on a très peu de relations avec la grande distribution. On travaille avec nos transformateurs. Sur votre question, Madame Gull, sur le refusé de vente, non. Non, le lait est une denrée périssable et est collecté toutes les 48 ou 72 heures et il part. Souvent, certains transformateurs donnent le prix après que ce soit ramassé. Certains ont appris le prix de novembre ces jours. Donc ça, c'est inadmissible, puisqu'on a souvent un mois de retard. Il y a le mot qui nous est souvent mis à l'interprofession, la compétitivité. Moi, j'aimerais comprendre, soit la filière ne rémunère pas et n'a pas de marge, et on se pose autour de la table, mais on est transparent là-dessus. Un transformateur nous soulignait, un Emmental allemand arrive moins cher dans nos étals, avec un prix du litre de lait plus cher, à 50 € de différence à la tonne. Ça nous interpelle. Et une chose qui monte dans les campagnes et qui tendance à faire mal et qui a expliqué un peu nos actions syndicales de 2024, c'est cette reconnaissance. Et certains, comme la FNPL le ressent, certaines industries de l'agroalimentaire se sont développées extérieures et veulent faire de l'importation. Voilà. Pas avec la même qualité, pas avec le système social qu'on a. Et là, il faut qu'on en ait vraiment conscience pour défendre ce système social. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'interprofession laitière, nous n'avons plus la même vision et des visions différentes. Certains veulent faire du commerce et pas de la production. Et ça, c'est dangereux. C'est que des mots, mais c'est dangereux de ne plus avoir cette souveraineté alimentaire. Il faut réellement regarder ce qu'on met derrière la souveraineté alimentaire. Et l'élevage laitier, au-delà de l'alimentation, fait de l'occupation des territoires. Et notamment dans des territoires difficiles, et pour avoir échangé avec beaucoup d'élus, maires, conseillers, les incendies. Quand l'élevage disparaît, beaucoup de territoires partent en broussailles et partent aux incendies. Le système environnemental qu'on parle beaucoup contient le système de la polyculture élevage est le système qui tient ça. Biodiversité, notamment, et captage de carbone par nos prairies. Et n'oublions pas ça. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut réagir, mais certains, il faut les rappeler à l'ordre. Voilà. Moi, je le souligne souvent comme ça, il y a un intérêt collectif, et dans l'intérêt collectif, on trouve son intérêt personnel. Mais si vous faites le contraire, ça ne fonctionne pas. Donc là, dans les débats très actuels. Moi, je voulais juste revenir, avant de peut-être laisser la parole soit à Madame la rapporteure, si elle a encore des questions, sinon à nos collègues, sur vos propos initiaux, peut-être pour vous demander quelques approfondissements. Alors, vous avez d'abord abordé les difficultés avec l'autorité de la concurrence sur les AOP ou les OP. Est-ce que vous avez des griefs particuliers à nous souligner? Enfin, voilà. Et quand vous dites qu'il faut approfondir, j'ai compris, le statut ou les missions des OP ou des AOP, sur quel axe? Ensuite, vous avez parlé de ces difficultés de vos produits qui sont moins margés, notamment que les importations, mais vous nous avez pas beaucoup renseigné sur en fait votre rémunération. Comment a-t-elle évolué ces dernières années? Et on est tous bien conscients de l'impact des changements climatiques et du prix de l'énergie, tout ce que vous avez évoqué, monsieur qui est arboriculteur. Mais quelles sont vos pistes en termes d'optimisation en fait, de ces coûts de production? Y en a-t-il? Voilà. Y a-t-il des marges par rapport à... Et enfin, pour monsieur qui représente la filière lait,
vous n'avez pas évoqué les contrats tripartites. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, mais j'aimerais bien connaître votre avis, parce qu'on comprend dans votre discours qu'il y a voilà, des débats internes à la filière, un certain nombre d'opacités. Est-ce que les contrats tripartites peuvent être un outil de transparence? Oui, non? Sont-ils utilisés? Pourquoi ne le sont-ils pas? Merci. Je ne sais pas s'il y a un ordre. Non, pour répondre à votre... Alors je vais répondre à votre première question sur le droit de la concurrence, et plutôt que de faire un grand discours, je vais vous donner un exemple très précis qui s'est déroulé cet été. La filière melon. La filière melon était très en colère contre la grande distribution, puisqu'il y avait notamment des opérations à 0,99 sur lesquelles les producteurs de melon perdent de l'argent. Et ont voulu discuter avec les distributeurs sur ce sujet-là, sur ces 0,99. Et en fait, les distributeurs nous ont fait un courrier, nous, à la GFL, nous indiquant que c'était anormal de discuter de ça à l'interprofession, et qu'ils allaient faire peut-être attention au droit de la concurrence, qu'on n'avait pas le droit de discuter de ça, alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on perd de l'argent, enfin la filière melon perd de l'argent avec ses 0,99, mais le fait d'en discuter, déjà ça, on a eu un courrier officiel à la GFL, de FCD, de FCA, des représentants de distributeurs en disant non, vous n'avez pas à travailler ça, vous dépassez vos prérogatives. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai pas d'exemple, si vous voulez. On a quelques exemples précis du droit de la concurrence, mais on a cette menace des distributeurs qui nous disent vous allez trop loin, vous discutez de ça, c'est pas votre sujet, c'est un sujet inter-entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un exemple précis qui s'est déroulé cet été, où il y a eu on va dire peut-être une communication dans la presse qui aurait peut-être pas dû avoir lieu. On m'a fait le courrier, on l'a reçu, et en nous disant vous allez trop loin, vous discutez de choses que vous n'avez pas à discuter. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a toujours cette épée de Damoclès, et je redis que les OP, les AOP notamment, ont un rôle essentiel, et que voilà, on est toujours sur ce fil du rasoir, si vous voulez. Et ce fil du rasoir, voilà, les distributeurs savent en profiter en nous disant vous allez trop loin, vous n'avez pas à nous discuter les prix dans nos magasins, c'est nous qu'on les fait. Voilà, donc j'insiste sur ce point-là parce que voilà, c'est pas, je vais pas vous amener des, mais voilà, il y a cette épée de Damoclès qui nous dit vous dépassez vos prérogatives, et nous AOP on dit ça serait bien de nous rassurer un peu, et sur ce côté-là qu'on puisse discuter. Alors encore une fois, pas d'imposer, mais qu'on puisse discuter. Même la discussion est parfois difficile et on nous menace de ce droit de la concurrence. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez revenir aussi sur ce sujet, sur la rémunération. La rémunération, très bien. Effectivement, donc en légumes, connaître le coût de revient d'un légume, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, il y a toute la durée de vie de la culture, et jusqu'au jour où on récolte le légume, on ne connaît pas encore avec précision son coût de revient. Il y a tellement d'aléas qui font que le coût de revient peut varier énormément. Il suffit de problèmes sanitaires dans la culture, il suffit d'une flambée des coûts de l'énergie comme on a connu ces dernières années. On fait des estimations quand on sème la graine, et puis on fait les calculs finaux quand on récolte le fruit ou le légume. Donc déterminer le coût de revient d'un légume, c'est assez compliqué. Après, comme je vous le disais, c'est un marché de gré à gré qui se fait au jour le jour. Donc, c'est aussi un prix qui fluctue en fonction de la disponibilité sur le marché de ce produit. Donc, c'est déjà une première façon d'adapter le prix en fonction du coût de revient. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque poste de charge pour produire un légume augmente constamment. Et ces dernières années, certains postes ont énormément augmenté. Donc, je vous parle déjà forcément de la main-d'œuvre, puisque ça fait quand même une grosse proportion dans le coût de revient d'un kilo de légumes. La main-d'œuvre, forcément, elle a augmenté beaucoup ces dernières années, puisque beaucoup d'augmentations salariales, notamment du SMIC, depuis 2020. Voilà, par exemple, en tomates, la main-d'œuvre, ça représente à peu près 40% du coût de revient d'un kilo de tomates. Donc forcément, ça impacte beaucoup le coût de revient.
Alors je prends souvent l'exemple de la tomate parce que je suis producteur de tomates, mais on utilise aussi beaucoup d'énergie en tomates. L'énergie a flambé ces dernières années, notamment avec les conflits qu'on connaît. Et donc ça a impacté énormément le coût de revient. Voilà, et donc en fait, c'est des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, qui sont impossibles à prévoir, et pourtant qu'on a subi de plein fouet. Et donc ça veut dire que c'est aussi pour ça que la contractualisation est très compliquée, parce qu'on ne connaît jamais notre coût de revient à l'avance. Mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les acheteurs et la grande distribution. Et bien chaque jour, en fait, c'est nous, producteurs, vendeurs, qui donnons la température, qui expliquons, qui faisons de la pédagogie auprès des acheteurs pour leur expliquer que, eh bien, il faut acheter nos produits plus cher en ce moment parce qu'il y a telle complication, tel coût qui a augmenté. Voilà, donc là, c'est toujours pareil, ça fait partie de la négociation journalière. Bon, vous voyez l'exemple en ce moment des choux-fleurs. Voilà, c'est même plus une question de coût de revient, là, c'est une question de surproduction et il faut que les acheteurs s'adaptent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication en ce moment sur le chou-fleur pour que les prix d'achat s'adaptent et les prix de vente aussi s'adaptent à cette surproduction. Et je voulais juste revenir sur comment aider les producteurs à améliorer leur coût de revient. Il existe aussi ce qu'on appelle les programmes opérationnels qui ont été mis en place au niveau européen et qui sont un outil pour favoriser, pour aider la production à améliorer, améliorer de manière vertueuse toutes ces pratiques et qui aident à financer des investissements aussi bien de conditionnement que de production et qui aident largement à améliorer les coûts de revient des producteurs. Voilà. Et c'est opérationnel, C'est opérationnel, oui. Très bien, merci monsieur. Peut-être vous besoin pour répondre aussi. Alors, je ne vais pas reprendre tous les éléments qui ont été dits parce qu'une bonne partie sont exactement les mêmes. Je voudrais simplement revenir sur la rémunération en fruits de manière générale. Et attention, il y a toujours des cas particuliers, mais de manière générale, la rémunération est en baisse. Et le premier point qui peut l'indiquer, c'est la baisse du nombre de producteurs et la baisse de surface exploitée en fruits en France. Ça, c'est le premier indice. Un découragement. Alors, une baisse de rémunération et en face une hausse du travail à effectuer, que ce soit un travail réglementaire ou un travail sur l'exploitation, un travail physique. Donc, quand on met les deux l'un face à l'autre, une hausse des coûts qui s'ajoute par-dessus, forcément, on diminue l'intérêt et surtout, on diminue la rémunération. Donc ça, c'est une certitude, une baisse de rémunération. Et ce qui s'est passé dans les années passées, on va dire jusqu'aux années 2000-2010, un gain régulier de productivité, alors par de la mécanisation, par des améliorations, et aujourd'hui on n'a plus ce gain, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt une perte de productivité. Donc on ne gagne plus en rémunération simplement par l'investissement et simplement par l'évolution du travail. Aujourd'hui, les augmentations de charges passent dessus, et comme on a une baisse de productivité, d'autant plus une baisse du résultat et de la rémunération. Face à nous, on a des produits qui viennent des autres pays, d'Europe ou du monde, et qui n'ont pas forcément les mêmes normes que nous. Donc les normes sociales et les normes environnementales. Et quand vous mettez ces deux points, simplement ces deux points dans la balance, ces deux points font que notre produit est moins attrayant pour le consommateur. Quand bien même on peut parler d'un produit plus qualitatif, un produit plus de terroir, mais le portefeuille décide et au final, si on ne vend pas nos produits, on n'a pas la rémunération, et si on le vend moins cher, on perd la rémunération. Donc ça, c'est un point très important, et c'est ce qui fait toute la difficulté pour améliorer aujourd'hui la rentabilité et redonner de l'attrait à nos filières, parce qu'on perd sans cesse de la souveraineté alimentaire dans tous les produits. On voit d'année en année la part française qui s'effondre, et avec les producteurs, c'est toutes les filières, parce que c'est pas que le producteur, c'est le marchand de machines agricoles, c'est les coopératives, etc. Et même parfois, alors un peu moins en fruits et légumes, mais l'industrie agroalimentaire qui est derrière et qui transforme nos produits.
On va laisser la parole à monsieur. Simplement, si vous pouvez nous transmettre tous les documents que vous avez, voilà, pour étayer, et notamment, monsieur, si c'est possible, tout à l'heure, le courrier dont vous nous avez fait part. Voilà, ce serait très intéressant. Merci. Sur vos deux questions, sur Egalim, oui, il y a eu un effet sur les producteurs de lait. Il faut le reconnaître, la FNPL a été très moteur pour faire Egalim et pour avoir une juste rémunération. Et l'objectif du coût de production sur le marché intérieur était qu'on atteigne 2 SMIC pour les éleveurs laitiers. On est à 1,6 SMIC pour 2024. Donc il en manque encore et on souhaite cranter ça. Ça, c'est un premier point. Sur les contrats tripartis, oui, il y a eu quelques démarches à la marge. Donc pour faire un contrat tripartite, il faut être 3. Et si quelqu'un ne veut pas, et souvent, on s'affronte quand même, les coopératives nous disent clairement, elles ont peur de devenir prestataires de services et ça serait dangereux pour elles. Donc ça peut être une démarche, mais qui est quand même à la marge. Voilà. Et souvent, ce qu'on nous dit, alors ça c'est la politique, j'ai envie de le souligner comme ça, du poker menteur, le transformateur et le distributeur, on ne sait pas quel est le méchant au milieu de tout ça, mais voilà. Mais le producteur, je suis désolé, fait la variable d'ajustement et c'est ce qu'on souhaitait dénoncer dans Egalim. Très bien, merci. Est-ce que Madame la rapporteure a une nouvelle question? Oui, et ensuite, ce sera... Oui, j'ai une question et puis après, effectivement, on laissera la parole aux autres sénateurs et sénatrices dans la salle. Moi, j'ai encore une question sur les produits bio pour chacune de vos filières, puisque, hier, nous avons eu UFC Que Choisir qui a fait une étude en particulier sur les pommes bio, me semble-t-il, et qui nous disait qu'effectivement, la marge pouvait en fait faire passer le prix de vente du simple au double entre du bio et du non-bio. Déjà que le non-bio est très margé, on se retrouve là avec une surmarge importante. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous traitez, ou en tout cas dont vous voulez nous parler? Et de même, sur le lait bio, on parle beaucoup de baisse de la collecte du lait bio. Donc, comment vous voyez cette situation et les perspectives pour cette production? Voilà le sujet dont je voulais vous parler. Alors, deux petits mots sur le bio. Alors, j'ai démarré tout à l'heure en disant qu'il y avait de nombreuses espèces en fruits et légumes. Donc, chaque espèce a ses caractéristiques avec de... Pardon, excusez-moi. Oui, donc je disais, ça va dépendre de chaque espèce. Chaque espèce a ses problématiques sur le bio. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contraintes techniques, c'est-à-dire on n'y arrive pas, ou on y arrive, et vous êtes revenu sur le prix. Et moi, je vais faire le rapport avec la question précédente. Ne pas oublier qu'en fruits et légumes, ce qui fait le revenu d'un producteur, c'est son volume, que ce soit du bio ou du conventionnel. Et malheureusement... Et on l'a vu, on a discuté du prix des promotions, du prix de fonds de rayon. On a beau jouer sur le prix, ce qui fait le revenu du producteur, c'est un prix par un volume. Ça, c'est très important. C'est vraiment à intégrer. Et si Mickaël a parlé tout à l'heure des baisses aujourd'hui de vergers, notamment en fruits, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réactions sur les impasses phytosanitaires, il y a eu beaucoup de réactions sur l'eau. En fait, tout ce qui va contraindre la production fait qu'on perd de la compétitivité. Et même le bio, puisque le bio, quelque part, c'est ce volume produit. Est-ce qu'il va être suffisant pour arriver à un prix cohérent pour le consommateur? Après, vous avez raison d'insister, il y a aussi des marges parfois abusives sur du bio, parce qu'on va aller chercher un certain nombre. Mais quand même, le fond du problème reste le volume produit. Enfin, j'insiste sur ce. Donc, quand les filières maîtrisent la technique, on peut arriver à des choses un peu cohérentes. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un consommateur en face. Et nous, on voit vite qu'il y a des prix auxquels le consommateur n'y va plus. Enfin, moi, je vois l'exemple des pêches et des abricots. On sait que, voilà, au consommateur, à 4,20 €, ça décroche. Ça décroche complet. Donc, en plus, si vous avez du bio. Donc, il y a ce prix qui, malgré tout, reste. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le prix dépend du volume produit. Ça, c'est quand même la base. Si vous n'avez pas le volume, les prix font que ça et on va éloigner le consommateur. Donc, sur le bio, voilà, je vais pas répondre produit par produit parce que vraiment, si je prends les pommes ou si je prends les pêches, on n'est pas du tout dans le même sujet. Les pommes ont réglé ce problème technique, voire même un peu trop de production, une suroffre, on va dire. Et en pêche nectarine, on n'y arrive pas du tout, par exemple. Donc, ou pas du tout, ou très peu. Voilà. Mais c'est pour donner deux aspects sur le bio. Mes collègues, voilà.
C'est complet. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, juste qu'effectivement, produire bio, ça coûte plus cher que produire en conventionnel. Donc, il faut forcément rémunérer plus cher le producteur et vendre plus cher en rayon si on veut faire la même marge. On s'est aperçu que quand même les marges sur le bio, pendant longtemps, ont été bien supérieures aux produits conventionnels. Peut-être que c'est une des raisons du désintérêt du consommateur pour le bio ces dernières années, certainement même. Voilà, donc là, on va dire que la balle est dans le camp de la grande distribution, voilà, pour recréer un équilibre et faire en sorte de regagner la confiance des consommateurs. Merci. Et voilà, bien réinsister sur le fait qu'on a aussi cette position d'offre et de demande. Hein. C'est bien encore là que ça va donner l'impulsion ou pas l'impulsion. Et c'est vrai, toutes les filières sont différentes, tous les fruits sont différents. La pomme, aujourd'hui, c'est plutôt de la déconversion parce qu'on était allé trop vite et trop loin. Et du coup, le marché n'était pas en phase avec la production. Donc, les prix étaient inférieurs. Et donc, inférieurs en chiffre d'affaires hectare, hein, pour payer les coûts. Monsieur Li- Peut-être juste avant. Oui, non, allez-y. Non, sur la filière laitière, donc il y a eu beaucoup de conversions bio dans les années 2018-2019. Il y avait un marché, une segmentation, il y avait une demande de la consommation. Le Covid est passé par là, qui a détourné un peu le consommateur. Je ne sais pas s'il a fait l'amalgame entre le bio et la proximité, ce confinement. La filière a énormément souffert. Elle retrouve une bouffée d'oxygène ces jours-là, mais elle retrouve une bouffée d'oxygène parce que beaucoup de producteurs se sont déconvertis. L'analyse qu'on peut faire, on vous fournira les éléments, c'est qu'on a une partie des consommateurs qui veulent bio, puisque c'est leur image, mais on n'arrive pas à faire augmenter ça. Il y a un point qu'on a beaucoup oublié, et je pense que c'est votre rôle. On parle beaucoup de la grande distribution, mais on a la restauration hors foyer aujourd'hui, où ça serait très bien que ce soit quand même des produits français qui soient en restauration hors foyer, dans nos écoles et tout ça. Et là-dessus, il y a toujours ce prix, mais je pense qu'il faut qu'on lève ces freins de prix-là. On peut trouver des systèmes, et je pense à un qui tient particulièrement à cœur à la FNSEA et à la FNPL, c'est le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire qui est très présent, et la FNSEA, par la personne de Jean-Michel Lemétayer, avait créé Solal. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment à ça, parce que moi, on m'annonce qu'on est entre 26 et 30% de gaspillage alimentaire. Non, on doit éviter ce gaspillage alimentaire-là, et ça pourrait diminuer les coûts. J'ai juste une petite question peut-être pour Monsieur Collet, puisque vous avez tous parlé effectivement de souveraineté, etc. Si je ne m'abuse, il y a eu la mise en production de barquettes bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'on a eu un impact particulier? Est-ce que le fait d'afficher clairement avec cet étiquetage et ce marketing spécifique, ça a eu un effet? Vous voulez parler des tomates cerises bleu, blanc, rouge, voilà. Donc effectivement, c'est un travail qui a été réalisé au niveau de l'AOP nationale tomates et concombres de France, de créer un packaging commun dans l'idée de faire face aux tomates d'importation dont on parlait tout à l'heure à 99 centimes. Et bien là, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on attend que les distributeurs rentrent dans le jeu et s'y mettent vraiment. Donc 2025 était l'année de lancement, entre guillemets. On n'a pas eu un grand retour de la part des distributeurs. Voilà, il y a toujours ce rapport de force qui fait que ils auraient préféré qu'on s'aligne sur le prix plutôt qu'on fasse ça. Donc voilà, on essaye de construire des choses. Merci. Mais on voit que c'est quand même apprécié, enfin, je pense. Ce sera intéressant, là, si vous avez des chiffres, pas mal, parce que je pense que c'est pour le coup, quand même, c'est un message qui passe bien auprès des consommateurs, donc ça peut être comme les opérations sur les laits, voilà. Je vous en prie. Sur ce que vous venez de souligner, sur le drapeau bleu, blanc, rouge, nous, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans le lait. Le consommateur est attaché à France. Je le redis, et on a d'énormes difficultés avec certains transformateurs qui ne veulent pas promouvoir l'origine France.
Et sur l'étiquetage, là, c'est pareil. Parce que je pense qu'il y a une tromperie de consommateurs qui n'est pas entendable. On l'a vécu dernièrement au Brésil. Il y a eu des démarches au Brésil, je ne vais pas venir sur le Mercosur, je vous rassure, mais il y a des démarches au Brésil où certains sont présents là-bas et utilisent le drapeau bleu, blanc, rouge avec du... Oui. Et on peut vous donner les éléments. Et, la marque était la marque Président. Non, mais ça, voilà. Donc, on utilise, mais on trompe le consommateur. Donc là, il y a un vrai travail. Et en lait, nous, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Eh bien, merci. Non, merci beaucoup, oui, monsieur. Alors, on va laisser la parole à nos collègues. Je crois qu'Evelyne, tu avais une question. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais vous interroger pour les problèmes des territoires ultramarins. On sait que pour le lait, dans les territoires ultramarins, tout ce qui est à base de produits laitiers arrive chez le consommateur à des prix qui sont excessivement élevés. Selon les territoires, la production locale laitière n'existe quasiment pas, et ce qui entraîne une forte dépendance aux importations de lait UHT, de poudre de lait ou bien de matières grasses qui sont ensuite transformées et conditionnées ensuite sur place. Bon, à ces étapes s'ajoutent le fret maritime, les coûts portuaires, le stockage, les dispositifs fiscaux qui sont spécifiques, notamment l'octroi de mer. Pour le consommateur ultramarin, cette succession d'intermédiaires rend la formation du prix difficilement à comprendre. Vous entendez parler, on entend toujours parler des marges des producteurs, des distributeurs localement. Moi, ce que je voudrais essayer de savoir, alors, ça concerne le lait, mais ça concerne aussi les fruits, ça concerne aussi les légumes. Je voulais savoir comment je peux faire pour que l'on me décrive, sans me mettre de prix dans un premier temps. Ensuite, j'irai faire une deuxième démarche avec l'indication des prix. J'aimerais savoir comment je peux faire pour qu'on me donne un document pour avoir la chaîne du produit laitier ou du produit de légumes ou fruits et légumes outre-mer. Il part du producteur, il va où, il passe où, il s'entrepose où, il part du Havre. Ensuite, quels sont les différents intermédiaires que l'on peut trouver sur un produit de consommation tels que le lait ou les produits laitiers ou de fruits. Et ensuite, je mettrai dessus les différents prix pour voir où sont les marges. Parce que je suis convaincue que quand on a des taxes comme des droits de mer et autres, et que chacun rajoute sa marge, c'est qu'on doit se retrouver à certains moments à des prix qui sont augmentés artificiellement de fiscalité sur fiscalité, plus marge, plus fiscalité. Donc pour ça que j'aimerais bien avoir définitivement, alors si vous ne l'avez pas tout de suite, vous ne devez pas l'avoir, mais au moins que je puisse avoir une contribution écrite que vous pouvez adresser aux administrateurs ou à Madame la Présidente pour que je puisse ensuite travailler dessus. Alors moi, je n'ai pas les éléments du tout là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que je vais me rapprocher de l'interprofession laitière et regarder si ce dossier est travaillé. Et on vous fournira tous les éléments possibles que je trouverai à l'interprofession laitière. Mais je veux quelque chose de pas très complexe. Hein. C'est les chaînes de distribution. Pourquoi je pose cette question? Parce que très souvent, quand on voit leur constitution de marge et d'intermédiaires, de temps en temps, on voit un producteur et ensuite directement une structure qui réalise toute l'opération de transport, qui fait le transport, qui fait le stockage au Havre. Ils font le stockage, le transport, ils font du frigo. Donc tout ça, ce sont des températures dirigées ou dans d'autres des températures qui sont positives. Et ensuite, on a le transitaire qui fait le travail, qui arrive sur le bateau, ensuite qui va dans un entreposage, et ensuite qui arrive chez le distributeur. Donc c'est tout ça que de manière simple que j'aimerais bien avoir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais on a prévu dans notre organisation, mon cher collègue, de faire une table ronde spécifique sur l'outre-mer, parce qu'on comprend bien qu'il y a des flux particuliers. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais sinon, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir plus précisément avec les acteurs spécialistes de l'outre-mer. Non, mais je vous en prie, si vous avez des éléments... monsieur pour le lait a répondu qu'il allait se renseigner, voilà. Pour les légumes, moi, j'ai pas la réponse à vous apporter là tout de suite, mais à Légumes de France, on a une antenne outre-mer, donc je vais leur poser la question et puis ils vous apporteront les éléments qu'ils ont
à leur connaissance. C'est quand même des flux voilà, spécifiques, on va revenir là-dessus. Alors, on a notre collègue aussi, Audrey, qui veut poser une question. Merci. Merci. Pardon pour mon léger retard. Audrey Linkenheld, donc je suis sénatrice du Nord. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, notamment, monsieur, pour les producteurs de lait, sur la question de la restauration hors foyer. Je ne suis pas sûre d'avoir complètement saisi ce que vous avez indiqué, puisqu'il me semble que la loi Egalim s'applique aussi sur les aimants liés au local et au bio, donc, et que les collectivités concernées font tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs, même si c'est évidemment pas plus simple pour elles que pour d'autres, mais je pense qu'elles ont aussi des souhaits politiques d'y arriver, qui sont peut-être plus faciles à exaucer que les simples vœux d'un consommateur pris entre ses envies de bien faire et son porte-monnaie, même si les collectivités ont des porte-monnaies assez serrés aussi. Donc est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, parce que je ne suis pas sûre d'avoir complètement saisi du coup ce que vous vouliez dire. Merci. Oui. Sur Egalim, oui, Egalim a exigé certaines choses dans la restauration hors foyer, mais dans Egalim, les grossistes ne sont pas tenus au coût de production. Donc, c'est-à-dire, pas de souci pour mettre le français, mais la rémunération du producteur n'est pas dedans. Sur la production bio... Et votre micro, cher collègue, pour qu'on puisse enregistrer. Ce que vous dites, c'est pas... Moi, j'avais compris que le sujet, c'est que les produits n'étaient pas assez locaux ou français. Ce que vous dites, c'est qu'ils le sont, mais pas à une rémunération qui vous convient, c'est ça? Ce que nous disent nos transformateurs, c'est que pour accéder à ces marchés-là, c'est des marchés qui sont très concurrentiels et très compliqués, et il n'y a pas la transparence d'Egalim dedans. Et sur la filière bio, il y avait un engagement de mettre 25% bio. Ça a été écrit dans la loi, mais ça n'a jamais été appliqué. Aujourd'hui, si je peux me permettre d'intervenir en tant que rapporteur d'Egalim, effectivement, c'est inscrit, c'est dans le titre 2 sur la restauration en domicile, mais dans la pratique, ce que traduit monsieur, ça n'est pas suivi par tout le monde. Alors, sur les restaurations scolaires, il y a des municipalités, il y a des départements, il y a des régions qui ont fait des efforts, mais c'est totalement voilà, disparate d'un territoire à l'autre. Et effectivement, alors ça c'est un volet. Et le second volet, c'est que les grossistes, à ce jour, ne sont pas soumis à Egalim, donc ne rentrent pas dans ce schéma. C'est tout le côté perfectible encore de la loi Egalim, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du titre 1 où il y avait les négociations commerciales, mais on a peu parlé du titre 2 qui reste à investiguer et à contrôler, d'un point de vue sur la mise en application effectivement de tout ce qui est restauration hors domicile. Moi, je rappelle par exemple que l'État s'était engagé à ce que 100% de la viande dans les administrations publiques soit de la viande française. Bon, à ce jour, c'est pas réalisé. Voilà, donc il y a effectivement encore des marges de progression. Oui. Alors, on a un comité de suivi, Egalim, qui travaille sur ces différents aspects et qui pointe les évolutions. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu finalement plusieurs lois Egalim, c'est que les unes venant un peu ajuster et corriger les manquements des précédentes. Mais le volet de la restauration hors domicile est un sujet majeur pour les producteurs aujourd'hui. Alors, notre collègue Yves Plenven. Oui, 3 questions. D'abord, une première question aux producteurs de fruits et légumes, et je vais me concentrer sur l'exemple de la tomate parce que je pense qu'il est quand même symptomatique. Dans l'année où on vote la souveraineté alimentaire et qu'on met la souveraineté alimentaire d'intérêt national majeur, on se retrouve avec une part de marché envahissante de la tomate marocaine dans des proportions complètement folles, et on se demande comment tout ça va finir, comment tout ça va se terminer. Moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est quoi la solution devant cette invasion massive de la tomate marocaine? Est-ce que vous avez des solutions ou des débuts de solutions? La deuxième question, ça s'adresse à la filière laitière. On avait déjà eu l'occasion d'échanger sur la problématique de la transparence. On voit bien que dans le lait, la concentration des opérateurs, le côté dominateur de certains et les méthodes assez peu transparentes de certains opérateurs font que vous n'avez pas la moitié des éléments pour pouvoir effectivement véritablement déterminer le prix payé aux producteurs.
Pouvez-vous nous expliquer un peu plus dans le détail ce que vous attendez en matière de transparence? Si j'ai bien compris, dans cette transparence, on parle peut-être des produits grande consommation, les fameux PGC, mais on oublie de parler des produits qui sont essentiellement sur l'export et sur des produits particulièrement très transformés. Dites-nous un petit peu, parce que c'est important, vous l'avez un peu dit dans votre question préliminaire, mais je pense qu'il faut aller plus loin pour qu'on puisse vraiment faire bien comprendre la problématique et essayer de trouver des solutions. Et puis la troisième question, ça s'adresse à vous tous. La notion de marque nationale, mais d'une marque souveraineté, j'ai entendu parler des barquettes bleu, blanc, rouge. C'est sûr qu'à côté des barquettes Azuréa, parce que quand on regarde la barquette Azuréa, on a l'impression que c'est français. Il y a tromperie. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire, mais de façon transversale sur tous les rayons. Où en êtes-vous dans les OP, dans les AOP, sur une marque souveraineté alimentaire ou qui tournerait autour d'une identification souveraineté alimentaire? Moi, je veux bien commencer par oui, les tomates. La solution, elle est collective, selon moi. Il n'y a pas une solution. Il y en a, on va dire, tout un paquet. Donc, effectivement, il y a le premier pas que nous, on a fait au niveau de l'AOP tomate, c'est la barquette souveraine. On l'a d'ailleurs baptisée comme ça, barquette souveraine, celle que vous appelez bleu, blanc, rouge. Elle a effectivement été créée pour faire face à cette barquette de tomates Azura qui est présente en très grande quantité dans tous les rayons, absolument tous les rayons de tous les distributeurs. Si on continue comme ça, c'est la fin de la filière tomate cerise en France, tout simplement, c'est pas compliqué. Nous, on ne peut pas... Tomate en général, j'espère pas, mais tomate cerise certainement. Voilà, si ça continue comme ça, nous, on ne pourra pas faire face. On ne peut pas être compétitif par rapport à la tomate d'importation, ça c'est très clair. Donc c'est un effort collectif. Nous avons fait l'effort, nous producteurs de tomates, de proposer une barquette de tomates cerises avec un prix de cession diminué pour que la grande distribution puisse la proposer en magasin à un prix raisonnable. Il ne sera jamais au même prix que la barquette de tomates d'importation marocaine, mais voilà, l'objectif c'est qu'il y ait un prix raisonnable. Mais il faut que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire qu'il faut que la grande distribution nous commande ces tomates, les mette en rayon, ne dépasse pas un certain prix, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle accepte de réduire sa marge elle aussi sur ce produit et qu'elle ne marche pas comme elle a l'habitude de faire sur tous les produits français. Donc on s'est aperçu cette première année que ce n'était pas le cas de tous les distributeurs. Certains ont accepté de jouer le jeu, d'autres non. Voilà, et la solution elle vient aussi du consommateur. Il a la responsabilité, lui aussi, de faire un acte d'achat souverain et de préférer payer un petit peu plus cher pour une tomate française plutôt qu'une tomate d'importation. Les tomates françaises, on sait et on peut facilement savoir dans quelles conditions elles ont été produites. On sait où elles ont été produites, déjà c'est en France. Mais voilà, on connaît les conditions de production, tant au niveau social qu'environnemental. Les tomates qui viennent hors Europe, c'est assez obscur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en tout cas, nous, producteurs, nous le savons, parce que nous, on se renseigne et on sait qu'au Maroc, par exemple, il n'y a plus une goutte d'eau. La main-d'œuvre, c'est 15 fois moins cher qu'en France. Donc forcément, voilà, c'est une espèce de dumping social et environnemental auquel nous, on ne peut pas faire face. On y travaille tous les jours, mais effectivement, on ne peut pas demander que l'effort soit fait uniquement au niveau de la production. C'est un effort qui doit être collectif. La production, la distribution et le consommateur. Voilà. Et pour répondre à la dernière question, est-ce qu'on travaille à une marque française? Oui, ça c'est le premier exemple. C'est notre premier pas. Peut-être qu'il faudra aller plus loin. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce dossier-là, mais peut-être que... Cette marque, si on veut qu'elle ait de l'effet, il ne faut surtout pas qu'on multiplie les logos souveraineté dans chacune des filières, ou alors on va perdre le consommateur. Il y a un très bon exemple, c'est à l'échelle d'une région, c'est Produits en Bretagne. Produits en Bretagne, c'est un logo qui a été créé en 1995,
qui était à l'origine pour défendre l'emploi en Bretagne. Et aujourd'hui, vous le retrouvez aussi bien sur des produits alimentaires que sur des produits, y compris même des services. Et c'est la preuve qu'un logo peut rassembler à condition qu'il soit le même pour tout le monde. Et là, c'est un travail interfilière à faire. Pour compléter ce que vient de dire Roland, et puis pour aller dans votre sens, je vais donner un exemple en fruits, puisque vous connaissez la marque Verger éco-responsable qui a été lancée par la Pomme en 2011. Pêche abricot, on a rejoint en 2013. Aujourd'hui, c'est la prune qui est en train de nous rejoindre. Alors, le problème de ces marques, il ne faut pas oublier que derrière, on a un certain cahier des charges. Il ne suffit pas d'afficher qu'on est produit breton, qu'on est produit français. Derrière, il y a un cahier des charges sur lequel il y a une qualité gustative que le consommateur doit faire la différence avec le produit étranger, une qualité environnementale. Donc, c'est tous ces cahiers qu'on essaie de construire. Mais vous avez raison, la multiplication est un peu difficile. Ça, c'est évident. Et on perd aussi un peu le consommateur parce que un coup, c'est Verger éco-responsable, un coup, c'est Verger... bon. Donc ça, mais au niveau des AOP, on sent aujourd'hui quand même un certain... qui se rassemble au niveau des fruits, au niveau des légumes, pour travailler dans ce sens-là. Mais ne pas oublier c'est des cahiers des charges qui sont vérifiés avec des organismes certificateurs, ça a un certain coût, donc les gens y vont. Mais moi, je vous rejoins, c'est clair qu'on essaie de rassembler. C'est long, parce que je vous dis, Verger éco-responsable, c'était 2011. Et on commence à grandir aujourd'hui, 2025. Donc voilà, il a fallu habituer. Le distributeur est plutôt, pour nous, de ce côté-là, le met plutôt en avant. C'est avec ça qu'on essaie d'imposer ce produit français face aux produits espagnols et italiens. Mais vous avez raison de le dire que ça passe par des marques plus collectives et plus larges. Elles sont multiples aujourd'hui, mais on essaie de les rassembler au niveau des AOP, oui, c'est clair. Je vous rejoins. Très bien, merci beaucoup. Mais je pense que vous avez raison parce qu'on voit fleurir les démarches territoriales. Je pense qu'on a tous dans notre territoire produits qui sont bien identifiés, mais du coup, ça vaudrait le coup quand même que vous ayez une lecture, vous, transversale de cela, parce que l'excès peut... Vraiment un dernier point, parce qu'on va interrompre la séance. Ah, d'accord. Alors, je vous demande d'accélérer, parce que vous savez qu'on voudrait interrompre la séance. Donc, je vais aller vite. La première question, oui, nous étions rencontrés au sommet de l'élevage. La première question que je poserai à l'Assemblée, que mettons derrière la souveraineté alimentaire? Parce que là, il y a beaucoup de définitions sur ce dossier-là. Et que mettons, je le ressouligne, il n'y a qu'en lait où nous avons la souveraineté alimentaire pour vital pour nos consommateurs. Dans toutes les autres productions, on l'a perdu. Sur la demande, donc nous, la FNPL, c'est de rendre un pouvoir coercitif de l'OFPM aujourd'hui et d'obliger la transmission des données. C'est vraiment de donner ce pouvoir à l'OFPM. La deuxième chose, c'est de supprimer l'option 3 et de passer à l'option 1 et 2 pour qu'on ait vraiment cette transparence et il n'y aura pas de discussion derrière. Sur l'export, je vous ai souligné qu'il fallait, dans Egalim, construire des indicateurs coûts de production où nous n'y arrivons pas. Quand vous ne voulez, je vous le dis comme ça, quand vous ne voulez pas faire les choses, on peut toujours y arriver par tous les moyens. Et la discussion que j'avais eue avec vous, et c'est là où on souhaitait, quand Lactalis a lâché les producteurs et a souligné « je ne gagne pas d'argent sur l'export », on ne sait pas ce qui est vrai ou pas vrai. Soit c'est réellement vrai par notre système social et on en prend acte, mais soit ça n'est pas vrai, et il y a, je le dis comme ça, c'est peut-être brutal, il y a mon profit qui compte et le reste c'est tout. Ça, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, et là, il faut qu'on arrive à décortiquer ces choses-là. On a quand même, je l'ai souligné dans mon introduction, on a des pays nordiques tenus par des coopératives qui sont en train de créer de très grosses coopératives et qui nous interpellent. Je vais vous en prendre deux. Frenchland Campina et Micobel vont passer 11 milliards de litres de lait, et DMK et Arla, aujourd'hui, vont fusionner, vont passer 20 milliards de litres de lait. Ça voudrait dire une coopérative quasi au sein du pays français. Et ça m'interpelle parce qu'ils veulent une juste rémunération et ils ont investi pour leur pays. Et moi, j'attire votre attention là-dessus. Je vous en ai parlé. La France, 24 milliards de litres de lait. 4 transformateurs sont allés se développer dans le monde aujourd'hui pour 24 milliards. Ça veut dire qu'ils sont implantés partout dans le monde. L'Allemagne, qui est le premier producteur de lait en Union européenne, 32 milliards de litres de lait. 5 milliards aujourd'hui sont développés à l'extérieur. Et ça, ces chiffres-là doivent nous interpeller. Je pense que certains vont faire leur business ailleurs et j'ai peur dans les années à venir que le lait soit, comme la volaille, un poulet sur 2 et importé en France. Et ça n'est pas entendable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais là, voilà. Et ramener à la raison, au bout d'un moment, il faut dire stop. Le politique, le citoyen et l'éleveur, stop. Il y en a assez, voilà.
Et il faut renforcer nos coopératives. Et nos coopératives, il faut vraiment les renforcer. C'est le système qui fonctionnera le plus. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour... alors, bah, Quand je les entends parler, oui, est-ce quand je qu'on... les entends parler là sur le problème des marques et des logos, j'aurais bien voulu voir s'il ne faudrait pas réfléchir à un logo, une marque France, qui serait le produit, on avance dans le sens de tout le monde, un produit France, mais pas simplement sur l'alimentaire, qui serait également sur tous les produits. Oui. Je pense que c'est ce qui est dans, effectivement, le fil conducteur de beaucoup de débats sur le textile, sur beaucoup de produits. Je crois qu'on se rejoint là-dessus. Donc, je vais interrompre la séance en vous remerciant vraiment beaucoup les uns les autres de vos participations et de vos apports. En vous redisant que nous sommes effectivement très intéressés par la communication de tout document que vous jugeriez utile. Et donc, je demande à mes collègues de rester. Merci. Merci.